Très bien, je pense effectivement qu'on peut commencer. Donc, bonjour à tous déjà. Bonjour, monsieur Antoine Fabre. Nous sommes donc réunis aujourd'hui à l'occasion de votre soutenance de doctorat sur le sujet développement d'indicateurs de performance et de détection de défauts sur les réseaux de chaleur dans une démarche d'optimisation. Soutenance malheureusement dans des conditions un petit peu particulières. Donc, je m'appelle Guillaume Sandou, c'est moi qui vais avoir l'honneur de présider ce jury. Avant de vous laisser la parole, je vais peut-être présenter les membres de votre jury, en commençant par vos deux rapporteurs. Bruno Lacarrière, qui est professeur à l'IMT Atlantique, Pierre de Valès, qui est professeur à l'Université de Liège, Siem Guernouti du CEREMA, Lauriane Henry, ingénieur à l'ADEME, et donc votre équipe d'encadrement, les personnes de Quang Ton Tran, Bruno Duplessis et votre directeur de thèse, Pascal Stava. Donc, on va vous laisser la parole pour 40 à 45 minutes pour présenter vos travaux et s'en suivra bien sûr la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc, on vous laisse la parole. Très bien, donc merci Monsieur le Président du jury. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse sur le développement d'indicateurs de performance et de détection de défauts sur réseau de chaleur dans une démarche d'optimisation. Des travaux qui ont été encadrés par Pascal Stava, Bruno Duplessis et Quang Ton Tran. Donc, dans un premier temps, ça marche pas. Ok, je sais pourquoi. Avec la flèche, passe-le avec la flèche une fois. Après ça, je sais. C'est bon. Ok, donc pardon pour les soucis techniques. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur? Donc, un réseau de chaleur est un système permettant de fournir de l'énergie thermique à un ou plusieurs quartiers d'une ville. Il est composé donc de plusieurs sous-systèmes, dont le premier est l'unité de production de chaleur, ou comme son nom l'indique, on va se produire de la chaleur, qui va ensuite être transmis à un fluide caloporteur, qui va transiter via le réseau primaire jusqu'au point de livraison, qu'on appelle également sous-station. Cette sous-station va faire l'interface entre le réseau primaire et le réseau secondaire des bâtiments. Donc la chaleur contenue dans le réseau primaire va être transférée au réseau secondaire et venir chauffer les bâtiments. Donc les réseaux de chaleur ne sont pas une solution nouvelle, c'est une solution qui a plus de 100 ans. Donc, au cours de son existence, elle a suivi de nombreuses évolutions qu'on regroupe généralement 4 générations. Le passage d'une génération à une autre s'accompagne généralement d'une amélioration des performances des réseaux ainsi qu'une baisse de la température moyenne du réseau. Donc la baisse de la température moyenne du réseau permet d'augmenter le nombre de ressources utilisables par les réseaux. Comme le montre ici le mix énergétique des réseaux de chaleur français en 2018, on observe donc une grande diversité des sources de chaleur, où les ENR et HPR, donc les énergies renouvelables et de récupération, sont majoritaires. Donc on note une forte présence de la biomasse et des UVE, donc les UVE, c'est les unités de valorisation énergétique, la récupération d'énergie fatale, issue des usines par exemple. On peut aussi également noter une utilisation non négligeable du gaz naturel, généralement utilisé en appoint des énergies renouvelables. Donc, du fait de la grande utilisation des énergies renouvelables, ce système est très intéressant pour décarboner le secteur de la fourniture de chauffage. De ce fait, le gouvernement a établi des objectifs spécifiques pour les réseaux de chaleur, via la loi de transition énergétique de croissance verte. Donc, ces objectifs sont rappelés sur le graphique présenté ici. Donc, les objectifs sont en termes d'énergie livrée par le réseau de chaleur, issus des énergies renouvelables. Donc, les objectifs sont représentés par des points noirs sur le graphique. Et l'état actuel de la part des ENR dans le mix énergétique des réseaux est représenté en vert. Donc, on peut voir à partir d'une projection faite à partir de 2016, si on continue sur la dynamique actuelle, les objectifs d'ici 2030 ne seront pas atteints. Du coup, il y a une nécessité d'améliorer les performances des réseaux de chaleur existants et aussi de développer les réseaux de chaleur. Donc, comment faire pour améliorer les performances des réseaux? Cela peut passer par la baisse de la température de retour du réseau, car cela peut permettre d'augmenter la production d'ENR issus de sources d'énergie basse température, comme la géothermie par exemple. Donc, une des premières solutions pour atteindre cette baisse de température serait d'envisager une optimisation des réseaux en exploitation. Néanmoins, si on s'intéresse au fonctionnement des réseaux de manière plus précise, des études suédoises faites par Gall et Werner en 2015 sur 2 réseaux suédois ont montré que seulement 26% des sous-stations fonctionnaient correctement.
Donc les sources de dysfonctionnement sont très nombreuses, comme l'a répertorié comme Amundsen en 2019. Donc cela va donc des problèmes donc, de fuite sur le réseau, à des soucis donc, sur les échangeurs de chaleur, sur les capteurs et régulateurs, sur les vannes de régulation, et bien sûr donc, sur le dysfonctionnement du système de chauffage côté secondaire du réseau. Donc les problèmes les plus impactants ont aussi été déterminés. Donc, il s'agit donc des vannes de régulation défaillantes, des systèmes de chauffage au secondaire inadaptés, ainsi que des systèmes ECS inadaptés. Donc ECS, pochette sanitaire. Donc s'ils sont si nombreux, la question se pose de comment détecter ces dysfonctionnements. Donc, des indicateurs ont déjà été développés dans la littérature. Donc, on peut citer par exemple l'indicateur Access Flow développé par Zinco en 2005, ainsi que l'indicateur de la méthode de la signature thermique développé par Gad et Werner en 2014. Donc, ces indicateurs sont très pratiques car ils nous permettent de détecter la présence d'un dysfonctionnement. Néanmoins, ils sont incapables de détecter l'origine de celui-ci. Ce qui est problématique car lors de l'exploitation du réseau, en période de chauffe par exemple, même si l'exploitant arrive à détecter un dysfonctionnement, il n'a pas le temps d'aller étudier en détail les sous-stations pour détecter l'origine du dysfonctionnement. Du coup, on a besoin de nouveaux indicateurs plus spécifiques et plus précis. Donc, généralement, quand il y a un dysfonctionnement, les exploitants ont recours à des solutions heuristiques et palliatives qui consistent généralement à augmenter la température de départ du réseau ou alors augmenter la pression totale du réseau afin de satisfaire le confort des clients. Donc du coup, on passait avant d'envisager de faire une optimisation, il est nécessaire de déterminer quelles sont les sources de dysfonctionnement et de les détecter afin de pouvoir réaliser une optimisation correcte. Donc de ce fait, on arrive aux deux principaux objectifs de ma thèse. Donc le premier a été d'améliorer les indicateurs de performance existants et de créer de nouveaux indicateurs afin de détecter les principaux dysfonctionnements. Cela passera par la création d'un banc d'essai numérique, l'étude de l'impact des différents dysfonctionnements, des tests numériques sur la robustesse des indicateurs existants, via le banc d'essai numérique. On va pouvoir ensuite créer de nouveaux indicateurs spécifiques aux dysfonctionnements qu'on peut tester, puis valider ces indicateurs sur les données in situ, issues de notre réseau partenaire. Donc une fois qu'on sera capable d'accomplir ça, on pourra s'attacher à résoudre le deuxième objectif, qui est de proposer des solutions d'optimisation en exploitation des réseaux, en particulier sur le pilotage de la température de départ d'un réseau. Donc, on travaillera sur notre réseau partenaire. On va venir analyser le réseau et corriger les principes du fonctionnement avant de créer un jumeau numérique du réseau pour tester notre méthode d'optimisation. Donc maintenant que j'ai parlé rapidement du contexte et des objectifs globaux de la thèse, je vais passer à l'explication de la modélisation d'un réseau de chaleur. Alors, comme vous avez pu le voir dans les objectifs, la modélisation est très présente dans cette thèse. On attaquera ensuite les points clés de la thèse, c'est-à-dire la création d'indicateurs de performance et la création d'une démarche d'optimisation. Dans un premier temps, concernant la modélisation, pourquoi a-t-on besoin de réaliser un modèle de réseau de chaleur? Dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir un banc d'essai numérique afin de pouvoir générer les défauts, étudier leur impact et étudier les signaux qu'ils émettent. Donc, pour ce faire, le modèle doit être dynamique pour reprendre en compte concrètement le fonctionnement du réseau. On va aussi prendre en compte le fonctionnement du côté secondaire. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui arrivent du côté secondaire. Et en plus, il y a de fortes interactions entre côté primaire et côté secondaire. Donc, c'est un point qui est rarement pris en considération dans la littérature. Ensuite, bien sûr, on va prendre aussi en compte le fonctionnement de la régulation, car c'est un point clé du fonctionnement des réseaux. De même, pour répondre au deuxième objectif, il sera nécessaire de créer un jumeau numérique pour tester notre méthode d'optimisation. Donc, de même, ce modèle doit être dynamique et on doit prendre en compte le fonctionnement de la régulation. Pour toutes ces raisons, on va essayer de modéliser les réseaux de chaleur sur le logiciel d'Imola Modelica. Maintenant, je vais décrire notre banc d'essai numérique. Il est composé de tous les sous-systèmes composant le réseau. Donc, le site de production avec sa régulation, un modèle de réseau primaire, des modèles de sous-station avec réseau secondaire comprenant leur régulation, ainsi qu'un modèle de bâtiment. Donc, en ce qui concerne le site de production, on a choisi de modéliser un site de production avec deux sources, une source géothermale et une chaudière gaz de montagne à point. Alors pourquoi on fait ce choix? Parce que une source géothermale, une source énergie basse température, elle est très impactée par la température de retour du réseau, qui est elle-même fortement impactée par les dysfonctionnements. En plus, la combinaison géothermie plus gaz
est un montage donc, très répandu en Île-de-France. Pour pouvoir donc, piloter ce réseau, donc, on a mis en place donc, 2 régulations. Donc, une première régulation sur la température de départ du réseau. En fait, on va faire varier la température de départ du réseau en fonction de la température extérieure, ce qu'on appelle une loi d'eau. Et de même, donc, on va piloter donc, la pompe hydraulique avec une loi de pression. Donc, en fonction de la température extérieure, on va venir modifier la HMT de la pompe, et donc modifier la courbe de pompe, et ainsi modifier donc, le point de fonctionnement du réseau et augmenter ou baisser le débit en conséquence. Ensuite, donc, je ne vais pas m'attarder sur la modélisation du réseau primaire, car ce n'est pas un point clé de notre modèle. On va plutôt s'attarder au modèle de sous-station et de réseau secondaire. Alors, qu'est-ce qu'une sous-station? Donc, une sous-station est composée donc, de 3 éléments, d'un échangeur de chaleur, d'un système de régulation et d'un système d'équilibrage hydraulique. Donc, ici, on a modélisé donc, un échangeur de chaleur à plaque monté en contre-courant, car c'est les modèles d'échangeurs les plus courants sur les réseaux. Donc, ils ont choisi un modèle avec efficacité variable pour représenter au mieux la dynamique du réseau. Ensuite, donc, ici, on vient contrôler la température de départ côté secondaire du réseau. Donc, comme processus de production d'une loi d'eau, on vient comparer donc, une température de consigne avec la température réellement mesurée. Et en fonction de la différence entre ces 2 températures, le contrôleur va venir agir sur la vanne de contrôle en modifiant son ouverture et donc en modifiant le débit passant côté primaire. Ensuite, donc, on a réalisé donc, un système d'équilibrage hydraulique lié à une vanne à pression différentielle qui va assurer une delta P constante sur la branche du réseau. Ensuite, donc, on a créé donc, 4 modèles de réseau secondaire, 2 modèles pour la fourniture de chauffage et 2 modèles pour la fourniture de CS. Donc, ici, je vais uniquement présenter donc, les modèles pour la fourniture de chauffage. Donc, le premier modèle réalisé, c'est un modèle avec débit variable côté secondaire. Donc, on va avoir ici une pompe à débit variable. Donc, on va avoir, comme son nom l'indique, un débit variable côté secondaire de l'échangeur de chaleur. Et le débit à l'intérieur de l'émetteur va être régulé avec une vanne thermostatique, qui est pilotée via la différence entre une température de consigne et la température intérieure du bâtiment. C'est le schéma qui est recommandé lors de la construction, car c'est le plus efficace. Néanmoins, il représente une difficulté au niveau de l'équilibrage hydraulique. Donc, contrairement au deuxième modèle qui a été modélisé, donc un modèle aussi très courant, qui est un modèle avec un débit constant côté secondaire. Donc ici, contrairement au montage précédent, on va avoir une pompe à débit fixe et donc un débit constant côté secondaire de l'échangeur. Néanmoins, pour pouvoir contrôler la température intérieure du bâtiment, on a besoin d'avoir un débit variable à l'intérieur de l'émetteur. Pour ce faire, on va utiliser une vanne 3 volts qui est pilotée comme la vanne thermostatique précédente, qui va venir bypasser le débit en trop. Ce qui va avoir pour conséquence de créer un mélange en sortie d'émetteur, donc d'augmenter la température de retour côté secondaire, et donc augmenter la température de retour côté primaire. Donc c'est un modèle qui est moins efficace que le modèle précédent, mais qui est très facile à équilibrer dans les cas. Ensuite, pour conclure ce modèle numérique, les caractéristiques du banc d'essai numérique modélisé, on a une production géothermique gaz avec 2 MW installés, 3 km de canalisation, ainsi qu'un réseau qui fournit 40 sous-stations, dont 32 fournissant du chauffage, et puis répartis entre les 2 modèles présentés, et 8 sous-stations fournissant de l'ECS, et puis répartis aussi entre un modèle à fourniture directe, sans rien derrière, et un modèle avec ballon de chaîne. Ensuite, une petite parenthèse sur notre réseau partenaire, qui va nous servir à valider nos indicateurs. C'est un réseau francilien avec une production géothermie plus gaz, comportant 8,2 km de canalisation, fournissant 29 sous-stations, et qui a l'avantage d'être un réseau bien instrumenté, qui est pratique pour réaliser nos objectifs. Donc maintenant qu'on a notre banc d'essai numérique, on va pouvoir travailler sur les indicateurs de performance. Donc, je rappelle l'objectif ici, c'est d'améliorer les indicateurs de performance existants et de créer de nouveaux indicateurs afin de détecter les principaux dysfonctionnements. Donc la démarche sera la suivante. On va d'abord faire une étude bibliographique pour voir quels sont les indicateurs présents dans la littérature, créer de nouveaux indicateurs de performance afin d'améliorer ceux déjà existants ou pour faire d'autres objectifs. Ces indicateurs seront ensuite testés sur le banc d'essai numérique, puis validés sur les données in situ. Donc la première question à se poser, c'est de comment détecter si un dysfonctionnement est présent. Donc, pour ce faire, on peut utiliser une méthode de la littérature, la méthode XSFLOW. Cette méthode consiste à venir calculer le volume d'eau consommé par une sous-station sur une période allant de 1 mois à 1 an. Donc, ce volume d'eau consommé est calculé en fonction de l'énergie consommée sur cette durée par la sous-station, ainsi que par une chute de température moyenne au primaire. Ensuite, on vient comparer ce volume d'eau consommé à un volume d'eau consommé de référence,
qui est établi à l'aide d'une chute de température moyenne de référence, qui est déterminée par l'utilisateur de l'indicateur. Donc ensuite, on vient de comparer ces deux volumes. Plus le volume d'eau réellement consommé va être grand par rapport au volume d'eau de référence, plus on va avoir ce qu'on appelle un volume en excès, et plus l'association va venir dégrader les performances globales du réseau. Donc on peut représenter les résultats de cet indicateur sur le graphique présenté ici. Donc pour chaque point, on va représenter une sous-station, et les lignes vont représenter donc, des isovolumes en excès. Donc concrètement, plus un point va se trouver en bas à droite de ce graphique, plus l'association va dégrader les performances de l'échelle du réseau. Donc ici, cet indicateur a été testé donc, numériquement sur un cas d'encrassement rapide. Donc, vous avez en vert donc, le cas de référent, donc son encrassement. Ensuite, donc, les cas 1, 2, 3, 4 donc, sont des cas d'encrassement croissant, 4 étant le cas le plus encrassé. Donc on peut voir que dès qu'il y a un encrassement qui apparaît, on détecte un volume d'eau en excès. Donc l'indicateur fonctionne bien d'un point de vue numérique. Donc on va ensuite le valider sur les données in situ, issues de notre réseau partenaire. Du coup, avec cette analyse, on a pu repérer donc, 5 sous-stations qui comportaient un fort débit en excès. Donc, et ces résultats donc, ont été confirmés par l'exploitant, donc ce sont bien les sous-stations qui posent le plus de problèmes au réseau. Donc, même si cet indicateur fonctionne bien, on a quand même besoin de données sur un temps long, au minimum 1 mois, voire 1 an, et on n'a qu'une détection a posteriori des dysfonctionnements. Du coup, on peut faire juste un état des lieux du réseau. On n'est pas donc capable d'agir rapidement sur le réseau. Donc, pour cela, donc, on a besoin d'un indicateur qui nous permette de détecter un dysfonctionnement dans le cadre d'un suivi régulier. Donc, pour ce faire, on peut utiliser donc, la méthode de la signature thermique, donc, développée par Galileo Indicator. Donc, cet indicateur donc, consiste à venir donc, étudier l'évolution de la différence de température au primaire en fonction de la température extérieure. Généralement, donc, la catégorie au primaire est croissante en fonction de la température extérieure. Donc, pour cet indicateur, on a besoin d'un cas de référence, donc une station qui ne possède aucun dysfonctionnement. On va pouvoir donc tracer, donc mesurer, donc, soit au jour le jour, soit heure par heure, donc le comportement de delta T en fonction de la température extérieure. Donc, ce sont les points verts ici. Et donc, on va pouvoir donc, tracer un comportement moyen. Ensuite, on va établir donc, un intervalle de tolérance qui va correspondre à plus ou moins 3 fois l'écart type entre le comportement moyen et les données mesurées. Dès qu'un point de mesure doit se trouver donc, en dehors de cet intervalle de tolérance, on va détecter un dysfonctionnement. Donc l'indicateur a été testé directement donc, sur un problème donc, de régulation, donc de vanne bloquée. Donc on peut voir, donc, dès qu'on a une vanne bloquée, les points se trouvent en dehors de l'intervalle de tolérance, donc le problème vient d'être détecté. Donc numériquement, l'indicateur fonctionne correctement. Ensuite, donc, si on passe au test in situ, donc, on a travaillé donc, sur la sous-station 113, qui est une sous-station qui ne possède aucun dysfonctionnement. On se rend compte que la monotonie donc, de la courbe est complètement différente. Hein, donc la différence de température primaire est croissante par la température extérieure, avec une rupture de pente à 10 degrés. Donc cela donc, complique l'utilisation, donc la mise en place d'une référence pour l'utilisateur et donc la lecture de l'indicateur. Donc on a considéré que cet indicateur-là n'était pas assez robuste pour être utilisé in situ. Donc le changement de monotonie est principalement dû donc, au montage côté secondaire ainsi qu'aux différentes lois d'eau utilisées dans le système. Donc, néanmoins, on ne peut pas utiliser cet indicateur, néanmoins, on a toujours besoin d'un indicateur qui nous permet donc, de suivre le fonctionnement d'une sous-station. Donc, dans cette thèse, on a proposé de remplacer l'indicateur de la signature thermique par la méthode du pincement, donc, qui fonctionne à peu près sur le même modèle, sauf qu'au lieu de venir donc, étudier l'évolution de la chute de température au primaire, on va étudier l'évolution du pincement de l'échangeur en fonction de la température extérieure. Donc, ça fonctionne exactement pareil, donc on a besoin d'un cas de référence, on va établir donc, un comportement moyen, ainsi qu'un intervalle de tolérance, à plus ou moins 3 fois l'écart type entre les mesures et le comportement moyen. Et dès qu'un point va se trouver donc, en dehors de cet intervalle de tolérance, on va détecter un dysfonctionnement. Donc c'était testé ici donc, sur le cas d'encrassement. On peut voir que dès qu'un encrassement trop important apparaît, on est en dehors de l'intervalle de tolérance. Donc numériquement, l'indicateur fonctionne correctement. Et après, donc, il y a des tests in situ. Donc les tests in situ ont validé l'indicateur. Il marche aussi sur le terrain. Donc, néanmoins, ces indicateurs-là ne nous permettent pas encore de détecter l'origine du dysfonctionnement. Donc, on a besoin de créer des indicateurs beaucoup plus spécifiques. Donc, on va essayer donc de travailler sur 3 problèmes distincts. Ici, j'en présente les 2. Donc, le premier problème va être donc, un problème d'encrassement trop important. Donc, l'objectif ici va être donc de suivre l'évolution de la résistance thermique en fonction d'un certain rapport de débit. Alors, l'hypothèse ici est que donc, tous les échangeurs de chaleur des sous-stations sont des échangeurs à plaques montés en contre-courant. Donc, c'est quasiment toutes les sous-stations qui sont montées comme ça.
Donc on peut exprimer, donc, sans encrassement, donc, la résistance thermique de l'échangeur à l'aide de la corrélation de Butler. Donc on obtient donc la fonction présentée en haut à droite. Donc la résistance thermique va dépendre d'une donnée gamma, ainsi que d'un rapport de débit, entre le débit primaire et le débit secondaire. Donc ce coefficient gamma ici est une constante, elle dépend uniquement donc, des caractéristiques du fluide et de la géométrie de l'échangeur. Du coup, la résistance thermique de l'échangeur est linéaire en fonction de ce rapport de débit. Ensuite, après donc, le test sur le plan d'essai numérique, on s'est rendu compte que la résistance globale d'un échangeur avec encrassement, lorsque celle-ci est supérieure à 1,4 fois donc, la résistance thermique de l'échangeur sans encrassement, on avait une chute de température de l'ordre de 5 degrés Celsius au niveau de la température autour. Donc, ce qu'on a considéré comme étant assez important pour impacter fortement donc, les performances du réseau. Donc, concrètement, comment fonctionne l'indicateur? On va venir donc, tracer donc, après un nettoyage de l'échangeur, c'est-à-dire sans encrassement, donc l'évolution de la résistance thermique en fonction du rapport de débit. On va en établir donc, un comportement moyen, établir donc, le seuil à 1,4 fois ce comportement moyen. Et dès qu'un point va se trouver au-delà de ce seuil, c'est qu'un encrassement trop important est détecté. Donc ici, il a été testé donc, in situ sur une station encrassée du réseau. Donc on peut voir que donc, avant nettoyage, donc, quand il y avait un fort encrassement, tous les points se trouvent au-delà du seuil. Donc l'indicateur fonctionne d'un point de vue numérique, mais aussi d'un point de vue in situ. Ensuite, le deuxième indicateur qui a été créé, c'est un indicateur pour détecter donc, les régulations défaillantes. Alors ce que j'englobe dans la régulation défaillante, ça va être donc les problèmes de vanne bloquée sur un degré d'ouverture, les problèmes d'autorité de vanne, c'est-à-dire une vanne qui n'arrive pas à réguler correctement le débit en fonction de son ouverture, ce qui crée un pompage, ainsi que donc des contraires, donc des PID mal réglés. Donc ces trois problèmes donc, impliquent la même conséquence, c'est-à-dire qu'on va avoir une instabilité du débit côté primaire de la sous-station. Donc pour essayer de quantifier cette instabilité, on a essayé de faire donc, une analyse de Fourier sur la variation de débit entre deux patterns consécutifs. Et donc dans un cas sans problème de régulation, c'est le graphique représenté ici, on se rend compte que les plus fortes variations n'arrivent pas plus de 4 heures par jour, c'est-à-dire pas plus d'une période de 6 heures supérieure à une période de 6 heures. Ensuite, si on fait la même analyse donc, sur une station avec un problème de régulation, on se rend compte que les variations de débit donc, sont une période inférieure à 4 heures pour les plus importantes. C'est-à-dire qu'on va avoir une forte régulation de débit, plus de 4 fois par jour. Donc, l'utilisation d'analyse de Fourier nécessite donc, de travailler et d'analyser les courbes. Donc on a considéré qu'elle n'était pas assez pratique à utiliser in situ. Du coup, on a décidé de remplacer tout ça par un indicateur plus simple à utiliser, donc peut-être présenté ici. Donc, on va venir travailler donc, sur l'évolution de la variation de débit relative dans le temps. Donc on va venir donc, regarder la variation relative donc, du débit entre deux pas de temps consécutifs. Le pas de temps est à peu près d'une heure. Donc dès que cette variation relative de débit va être supérieure à 15%, plus de 4 fois par jour, c'est qu'on va avoir un problème de régulation. Donc ici, vous voyez donc le test numérique sur une sous-station sans problème de régulation, donc c'est une période de 2 semaines. On ne dépasse que 7 fois le seuil de 15% sur 2 semaines, du coup, aucun problème de régulation détecté. Donc numériquement, l'indicateur fonctionne correctement. Et si ensuite on fait la même analyse donc, sur in situ, donc sur une sous-station, donc la sous-station 71, donc il y a un problème de régulation, on se rend compte que le seuil de 4 fois par jour est allègrement dépassé pendant les 2 semaines. Donc le test in situ est également concluant. Donc, pour conclure sur cette partie, donc on a créé deux catégories différentes, on travaille sur deux types d'indicateurs différents. Donc, des indicateurs plutôt de suivi de la performance, donc avec la méthode Excess Flow issu de la littérature, qui nous permet de détecter un dysfonctionnement quelconque. Puis donc la méthode du pincement qu'on a créée, donc, qui nous permet de détecter rapidement un dysfonctionnement quelconque. On a ensuite travaillé donc, sur le deuxième indicateur, donc, qui est l'indicateur d'identification des défauts. Donc, on a un indicateur sur le suivi de la résistance thermique pour identifier un encrassement trop important, un indicateur sur l'instabilité du débit pour identifier les régulations défaillantes, ainsi qu'un troisième indicateur que je n'ai pas présenté ici, qui est donc le calcul de l'efficacité de l'échangeur pour permettre d'identifier un débit constant côté secondaire. Donc, maintenant qu'on est capable de détecter les principaux dysfonctionnements d'un réseau, on va pouvoir donc, aller donc, sur le deuxième objectif de la thèse, qui est donc de proposer des solutions d'optimisation en exploitation des réseaux, en particulier donc, sur la température de départ d'un réseau. Donc, la démarche pour faire ça donc, est la suivante. On va d'abord analyser le réseau pour venir donc, corriger les principaux défauts du réseau.
puis créer notre méthode d'optimisation, créer un jumeau numérique du réseau étudié, pour pouvoir tester numériquement la méthode d'optimisation. Donc d'abord, j'ai présenté le cas d'étude. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cas d'étude, c'est un réseau francilien qui comporte une trentaine de sous-stations. Et il crée donc 2 sous-stations un peu particulières qui sont des sous-stations d'interconnexion. Donc ces sous-stations font une séparation hydraulique entre le réseau principal et un sous-réseau. Alors pourquoi a-t-on besoin d'une interconnexion? Parce que le sous-réseau en fait est plus vieux que le réseau principal. Donc ils ne sont pas faits dans les mêmes matériaux. Donc le sous-réseau est fait en fonte emboîtée alors que le réseau principal est fait en acier. Donc ces 2 réseaux ne supportent pas le même niveau de pression et donc nécessaire de faire une séparation hydraulique. Alors nous, on va plus spécifiquement venir travailler donc, sur le sous-réseau 52, donc connecté à la sous-station d'interconnexion 52. Alors pourquoi? C'est parce que cette sous-station est la sous-station l'une des plus consommatrices du réseau. Elle représente à elle seule 14,4% de la consommation totale, parce qu'elle est reliée, donc le sous-réseau est relié à 9 sous-stations clientes qui produisent de l'énergie principalement dans les bâtiments communaux. Et en plus, c'est une des sous-stations qui dégrade le plus les performances du réseau. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que donc, au cours de l'utilisation de ce sous-réseau, il y a eu des problèmes de fourniture d'énergie. Et donc la température de départ du sous-réseau a été mise à 90 degrés, donc elle est constante tout le temps à 90 degrés, de manière à être sûr que le maximum d'énergie passe dans le sous-réseau et puisse alimenter les stations clientes. Donc, cela implique en fait que la vanne de régulation côté primaire de la station 52 est tout le temps ouverte à 100%, ce qui implique un fort surdébit et donc un très faible delta T. Donc maintenant, on va venir analyser ce sous-réseau pour déterminer donc, les origines de la sous-performance. Donc on a réalisé tout d'abord un panorama global des réseaux de la méthode Access Flow. On se rend compte donc, en prenant une delta T donc, de référence à 10 degrés donc très basse, que 7 sous-stations sur 9 comportent un débit en excès. Donc c'est principalement sur ces sous-stations-là qu'il va falloir travailler. Donc si on poursuit donc l'analyse de ces sous-stations clientes, on se rend compte en fait que les sous-stations, les vannes de régulation donc, côté primaire de sous-station client, donc côté intermédiaire, sont quasiment tout le temps ouvertes à 100%. Ça est flagrant, donc c'est sous-stations 1, 9 et 12. Alors pourquoi elles sont ouvertes à 100%? Donc c'est pas un problème typiquement lié à la vanne, c'est un problème de régulation, donc dû à la loi d'eau de départ côté secondaire. Cette loi d'eau de départ est très élevée, et tellement élevée que la température d'arrivée côté intermédiaire est plus basse que la consigne côté secondaire. Du coup, la consigne ne peut jamais être atteinte, du coup, les vannes sont ouvertes à 100%. Néanmoins, même si les consignes ne sont pas respectées, il n'y a aucune plainte de la part des clients, aucune part de confort de la part des clients. Du coup, on va pouvoir venir travailler sur ces lois d'eau pour les réduire tout en garantissant le confort des clients. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, on a fait ça donc, le 13 mars 2020. On peut voir dans ce graphique représenté ici que donc, ce changement de loi d'eau nous a permis donc, de réduire l'ouverture de vannes, donc de faire passer moins de débit dans les sous-stations clientes. Donc, ces lois d'eau sont toujours en marche actuellement, et il n'y a toujours donc, aucune plainte de la part des clients. Du coup, on respecte toujours le confort des clients. Donc, les 2 objectifs sont atteints, on a réduit l'ouverture de la vanne, et on respecte le confort des clients. Donc, le fait d'avoir changé les lois d'eau nous a amené une augmentation de la performance au réseau. Donc, en particulier, donc, sur le côté intermédiaire, on a réussi à augmenter donc, de l'ordre de 3,1 degrés la température de retour côté intermédiaire, ce qui nous a permis, donc, côté primaire, de la 652 de venir réduire la température de retour de 1,6 degré, ce qui est déjà assez important. Donc maintenant qu'on a corrigé les principaux défauts, on va pouvoir donc, détailler donc, notre méthode d'optimisation. Alors, quel va être l'objectif de la méthode? C'est donc de trouver la température de départ de consigne du sous-réseau 52, qui permet de minimiser la température de retour côté primaire, tout en assurant bien sûr le confort des clients. Alors, on a quelques contraintes pratiques. Tout d'abord, on va pouvoir utiliser donc, les données disponibles, puis donc avoir une méthode facile à mettre en œuvre en exploitation, donc au contraire des méthodes d'optimisation discutées dans la littérature qui sont plutôt lourdes. Ici, on va avoir une méthode facile à mettre en œuvre afin d'avoir une méthode réplicable et assez universelle. Donc, quelle va être la méthode? Donc, on va tout d'abord, c'est une méthode itérative. On va venir donc, tester toutes les températures de consigne, regarder donc, lesquelles sont valides, dans le sens où lesquelles vont assurer le confort du client. Donc, si elles sont trop basses, on ne va pas réussir à assurer le confort du client, et si elles sont trop hautes, donc on va dépasser la capacité du réseau principal. Donc, on a un domaine de validité. Puis ensuite, on va venir calculer les températures de retour primaire pour chacune des températures de consigne dans le domaine de validité.
Et donc, on va pouvoir ainsi déterminer quelle est la température de retour minimum, donc la température de consigne de départ de ce réseau, qui permet donc de minimiser la température de retour. Donc maintenant qu'on a notre méthode, on va pouvoir mettre en place notre jumeau numérique. Donc notre jumeau numérique modèle a besoin de certaines données d'entrée. Donc on a besoin du débit au primaire, ainsi que la température de départ côté primaire. Puis on a aussi besoin des consignes de température côté secondaire, les débits secondaires, et les températures de retour côté secondaire, donc qui sont disponibles sur ce réseau. Ensuite, donc, comme tout jumeau numérique, on a besoin de passer par l'étape de calibrage. Donc on va bien calibrer tout d'abord la température de départ intermédiaire de chaque sous-station, en modifiant l'épaisseur d'isolation des tuyaux. Donc on connaissait toutes les caractéristiques des tuyaux, donc longueur et diamètre. On ne connaissait pas donc l'épaisseur d'isolation, donc on a pu jouer dessus pour calibrer le modèle. Et puis on a ensuite calibré le débit intermédiaire de chaque sous-station et la puissance échangée, en modifiant les caractéristiques de vanne ainsi que le coefficient d'échange UA au point nominal de tous les échanges. Donc ensuite, ici quelques résultats sur le calibrage du modèle. D'abord des résultats plutôt visuels. Donc, sur le graphique de gauche, on vient comparer les températures aller et retour côté intermédiaire, donc mesurées et simulées. Donc on se rend compte que la différence entre les valeurs mesurées et simulées sont très faibles. Ce qui est également le cas sur le graphique de droite, qui représente aussi une comparaison sur la température de retour côté primaire. Donc d'un point de vue visuel, le calibrage a l'air plutôt bon. C'est pas uniquement quand on est bien sûr d'un check visuel, donc on a utilisé des indicateurs, donc comme le R carré. On a utilisé la moyenne absolue des écarts ainsi que des boîtes Butuki. Donc ces indicateurs nous confirment aussi que la corrélation est plutôt bonne. Donc maintenant qu'on a notre méthode et notre jumeau numérique, on peut tester notre algorithme de manière numérique. Donc la graphique de gauche, on présente les résultats, donc une comparaison avant et après optimisation. Donc on peut voir que la température de retour côté primaire a baissé, donc on a une baisse de l'ordre de 6,8 degrés, ce qui est plutôt intéressant, assez conséquent. Ce qui nous a permis d'augmenter la part de NR dans le mix énergétique de 2 à 3 %, ce qui est non négligeable. Donc, malheureusement, on a pu faire le test que sur une semaine. Donc à partir du 11 mars, car c'est là qu'on a changé nos lois d'eau, jusqu'au 17 mars, parce que à partir du 17 mars, là, on était confinés. Et comme le sous-réseau fournit principalement des bâtiments communaux, donc qui n'ont pas été occupés pendant le confinement, il est inutile de travailler sur cette période. Donc concrètement, qu'a réussi à faire l'algorithme d'optimisation, il n'a pas réussi à réduire, donc on ne réduit pas la température de retour côté intermédiaire. Par contre, du fait de l'abaissement de la consigne de départ côté intermédiaire, la vanne de régulation côté primaire de la station 52 est plus ouverte à 100%, ce qui a permis de réduire les débits pour une même puissance échangée et donc d'augmenter le delta T de la sous-station et donc de réduire la température de retour. Donc, pour conclure sur ces travaux de thèse, qu'est-ce qui a été réalisé? Donc, dans un premier temps, on a réalisé un modèle de réseau en incluant sur le fonctionnement du secondaire, donc ce qui n'a pas encore été fait dans la littérature. On a ensuite testé et amélioré les indicateurs existants. On a donc créé 3 indicateurs distincts permettant de détecter un encrassement, une mauvaise régulation, ainsi que la présence d'un débit constant côté secondaire. On a créé et développé une démarche d'optimisation des réseaux en exploitation et créé une méthode d'optimisation du pilotage de la température de départ d'un réseau. Donc ces travaux ont contribué, les travaux sur les indicateurs ont contribué à une publication. Donc la publication d'un guide de bonne pratique en exploitation des réseaux de chaleur, donc un guide en partenariat avec l'ADEME et les exploitants de réseaux. Donc ce travail est une première brique, un travail plus gros, il y a beaucoup de travail à faire. Donc par exemple, on pourrait prochainement travailler sur l'étude des dysfonctionnements simultanés, ce qui n'a pas été Notre perspective serait de travailler sur d'autres indicateurs, donc sur des dysfonctionnements usuels côté primaire, car il y en a encore d'autres, en particulier des fuites. Donc il y a aussi un autre point qui est la création d'indicateurs de performance, cette fois-ci sur les dysfonctionnements côté secondaire. Donc, comme vous avez pu voir, 33% des dysfonctionnements se situent côté secondaire. Donc ce point-là était actuellement l'objet de travaux de recherche internationaux. Et ensuite, bien sûr, concernant l'optimisation, on n'a pas pu tester la méthode in situ. Donc c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Je vous remercie pour votre attention.